quelques notions de base. La sclérose en plaques, parce que c'est la pathologie la plus connue et c'est-à-dire les neurologues m'ont fait de la sclérose en plaques. D'accord. Donc le court terme, je ne vais pas passer là rapidement. Je dois bien expliquer, mais je vais essayer d'aller doucement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a, je ne sais pas, un parent, ou un ami, ou atteint d'une sclérose en plaques? Est-ce que vous avez déjà une idée sur la sclérose en plaques? C'est quoi comme pathologie? Non. C'est une pathologie neurologique, heureusement. D'accord. Adidoula. Deuxièmement, oui. Auto-immune, oui. La plupart des pathologies en neurologie, c'est des maladies auto-immunes. Il y a deux, c'est-à-dire en neurologie, il y a en réalité trois grands chapitres. Il y a ce qu'on appelle l'inflammatoire, c'est les maladies auto-immunes, la myasthénie, tout ce qui est CEP, maladies auto-immunes. Il y a le chapitre dégénératif, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, d'accord. Et il y a le chapitre vasculaire, les AVC et tout ce qui s'ensuit, d'accord. Donc, il y a la sclérose en plaques, comme son nom l'indique, c'est des plaques de sclère, c'est des plaques de fibrose qui sont un peu partout, d'accord, qui sont éparpillées ou disséminées un peu partout dans l'ensemble de notre système nerveux, je dis bien, système nerveux central. Donc, la CEP, la sclérose en plaques, est une pathologie du système nerveux central. Ça ne donne jamais une atteinte du système nerveux périphérique. D'accord. Donc, quand on dit ça épargne le système nerveux périphérique, donc là sous-entend jamais un patient suspect, c'est-à-dire on suspecte chez lui une atteinte type CEP, on lui demande un EMG. Ça ne sert à absolument rien. Donc, les malades CEP, on demande que l'IRM cérébral ou cérébro-médulaire. D'accord. Donc, c'est une pathologie du système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale, d'accord. L'encéphale, le tronc cérébral, le cervelet, c'est-à-dire la partie supérieure, l'encéphale, et la partie inférieure, la moelle épinière. D'accord. Donc, la sclérose en plaques, ça peut toucher, mais les plaques de sclère peuvent être disséminées n'importe où le système nerveux central. Donc, que ce soit les hémisphères cérébraux, le tronc cérébral avec ses trois étages, le cervelet et la moelle épinière. D'accord. Voilà, c'est une pathologie inflammatoire, oui. Auto-immune, oui. Donc, avec un mécanisme inflammatoire. Donc, elle se forme des plaques de sclère ou des plaques de fibrose. Au début, c'est un mécanisme auto-humain, c'est-à-dire, l'hypothèse la plus répandue pour les pathologies auto-immunes, le patient probablement il a chopé une atteinte virale, surtout du système respiratoire, dans l'enfance ou l'adolescence, et après, le système immunitaire il a produit des anticorps, et il paraît qu'il y a une ressemblance entre la constitution de ce virus et les différents composants de notre système nerveux. Donc, à un moment donné, le système nerveux il va se réactiver, il va devenir un peu agressif. Donc, en essayant d'attaquer ce virus, il va attaquer et le virus et les composants de notre système nerveux central. La cible antigénique dans la sclérose en plaques, c'est la gaine de myéline. Donc, c'est des auto-anticorps qui sont dirigés contre les composants de la gaine de myéline. Donc, il y aura une cascade de réponses inflammatoires avec comme conséquence une inflammation qui va toucher cette gaine de myéline. Elle va entraîner ce qu'on appelle une démyélinisation, c'est-à-dire une perte de cette gaine de myéline. D'accord. Cette perte de la gaine de myéline, quand vous savez qu'il y a un tissu de soutien dans notre système nerveux central, qui est le tissu glial, il sert à nourrir, d'accord, à nourrir les cellules nerveuses et à réparer les dégâts, d'accord. Donc, en venant ce tissu glial, en venant réparer ces dégâts, ce mécanisme inflammatoire, tout ça, donc le mécanisme inflammatoire ou la réaction
réaction gliale, tout ça va finir par former des plaques de fibrose, de cellules mortes, d'accord? Des plaques de fibrose. Les plaques de fibrose peuvent se situer n'importe où dans notre système nerveux central. Vous avez compris? Donc le fait de comprendre le mécanisme physiopathologique, deuxièmement l'évolution de la maladie, donc vous avez tout compris. Le reste, ça va venir Vous avez compris jusque-là? Alors, on va lire un peu. Alors, la CEP est caractérisée par une atteinte inflammatoire. On a dit que c'est une maladie inflammatoire auto-immune. D'accord? Une atteinte inflammatoire du système nerveux central, dont la conséquence est la destruction des gaines de myéline, des axones accompagnés d'une cicatrice gliale. Vous avez compris tout ça? Donc, d'une cicatrice gliale, l'ensemble, c'est-à-dire le mécanisme inflammatoire, et cette cicatrice gliale va former des plaques de sclérose qui sont disséminées dans l'ensemble de l'encéphale et de la moelle épinière. Vous avez compris? Voilà. Donc, la notion la plus importante dans la sclérose en plaques, c'est de comprendre c'est quoi une dissémination dans le temps et dans l'espace. Le fait de comprendre la notion déjà, c'est-à-dire le mot-clé, la pierre angulaire, le diagnostic de la sclérose en plaques, c'est cette dissémination temporo-spatiale. Je vous ai dit que les plaques de sclérose vont être disséminées, c'est-à-dire vont se localiser n'importe où le système nerveux central. La maladie, elle évolue comment? Le maladie, il est bien, il n'a absolument rien. Le système immunitaire, il se réactive. Il y a une cascade inflammatoire très importante. Tout ça va entraîner la formation de nouvelles plaques, des plaques de sclérose. D'accord? Mais peut-être le malade, après la formation de ces plaques, c'est-à-dire après la formation de ces plaques de sclérose, mais après l'inflammation, on va donner un traitement spécifique, d'accord? Un traitement spécialisé pour, on dit la poussée, on va comprendre c'est quoi une poussée par la suite. Donc, le traitement de la poussée, le malade guérit, comme s'il n'a rien. Mais il va dire 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, il se réaggrave. Cette réaggravation, elle est due à la réactivation, d'accord? À la réactivation de cette cascade inflammatoire, d'accord? Donc, on dit que la maladie évolue par poussée-rémission. Poussée-rémission, c'est-à-dire le malade, il s'aggrave, il s'améliore. Il s'aggrave, c'est-à-dire l'inflammation jadida, on donne le traitement adéquat, on stoppe l'inflammation, mais il sera en rémission, c'est-à-dire en accalmie, il n'a absolument rien pendant une durée donnée, c'est ce qu'on appelle la période de rémission. Quand il se réaggrave, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux signes de la maladie ou de l'atteinte du système nerveux central, ça s'appelle une poussée. Donc la poussée, c'est l'aggravation clinique, la rémission, c'est l'amélioration. D'accord? On dit que c'est une pathologie qui a une caractéristique qui n'est pas dans les autres pathologies auto-immunes, c'est l'évolution en poussée-rémission. Poussée-rémission. Il s'aggrave et s'améliore. L'évolution par poussée-rémission, c'est ce qu'on appelle la dissémination dans le temps. C'est-à-dire c'est une pathologie qui évolue dans le temps par alternance de périodes d'aggravation et d'amélioration. Vous avez compris la dissémination dans le temps. D'accord? La maladie, elle évolue dans le temps. Qui fait, elle évolue par poussée-rémission, dans la plupart des cas, on va dire. La dissémination dans l'espace, c'est par la formation de plaques un peu partout. Dans le temps, c'est le temps. Dans l'espace, c'est l'espace. Des fois, elle donne des lésions au niveau du cervelet, mais des lésions au niveau des hémisphères cérébraux. Après, ça va donner des lésions au niveau de la moelle épinière, donc dans l'espace. C'est-à-dire la formation de plaques de sclérose dans différents endroits de notre système nerveux central. C'est pour ça qu'on dit qu'elle dissémine, ou qu'elle se dissémine dans l'espace. D'accord? Dans le temps, c'est l'évolution dans le temps. Donc c'est cette dissémination, cette notion de dissémination dans le temps, le fait que l'interrogatoire, ou l'examen, ou l'imagerie, c'est-à-dire nous fait sortir cette notion, la maladie, le malade, à chaque fois il dit des signes, à chaque fois il y a de nouveaux symptômes. Donc la maladie, elle évolue dans le temps. À chaque fois, c'est des signes différents dans plusieurs territoires.
notre système nerveux central. Donc, on dit que probablement c'est une sclérose en plaques. D'accord? Voilà. Vous avez compris? Faites-vous ou pas faites-vous? Voilà. Ben vous dites oui. Sur le plan épidémiologique, moi je vais dire deux mots. On dit que c'est une pathologie de la femme jeune, malheureusement. Donc le pic d'âge de survenue, c'est entre, on va dire, 20 et 30 ans, 20-40 ans. D'accord? Et ça touche pratiquement 3 femmes pour un homme. Mais ça reste des études épidémiologiques. D'accord? Ça touche et la femme et l'homme. On a des cas, des centaines de cas, c'est-à-dire de sexe masculin, touchés par la sclérose en plaques. Mais elle est plus fréquente chez les femmes plus que les hommes. Et c'est une pathologie du sujet jeune, de la femme jeune. Il y a ce qu'on appelle le gradient nord-sud. On dit que c'est une pathologie qui touche surtout, on dit le pourtour méditerranéen, d'accord? Le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire et c'est une pathologie surtout de la race noire plus que la race blanche. Ça reste des études épidémiologiques. Pourquoi elle touche les noirs plus que les blancs? Jusqu'à l'heure actuelle, maintenant une réponse. D'accord? On dit que les sujets blancs, les sujets de la race blanche, c'est-à-dire, par exemple, l'Europe et tout, maintenant, vous avez des cas de sclérose en plaques. Comparé l'Afrique, c'est-à-dire les pays tana, ils sont, c'est-à-dire, déjà avant, on était classé, c'est-à-dire l'incidence, c'est des pays où il y a une faible incidence de sclérose en plaques. Ces dernières années, on est passé rapidement de la faible incidence à la forte incidence. D'accord? Oui? Il est écrit le contraire. Alors, qu'est-ce qui est écrit? La SLEP, c'est une maladie fréquente en Europe du Nord, en Amérique du Nord, en Australie. Donc, le caucasien paraît plus exposé à la maladie que les noirs d'origine africaine. Non, c'est le contraire, parce que c'est surtout le pourtour méditerranéen. À un moment donné, on disait que c'est par rapport à l'exposition insuffisante au soleil, l'exposition insuffisante, c'est-à-dire la vitamine D. Ils ont remarqué, c'est des études épidémiologiques, ils ont remarqué que il y a, c'est-à-dire les patients atteints de sclérose en plaques pratiquement ils ont un taux bas, le dosage quand on fait le dosage de la vitamine D, ils ont un taux bas de vitamine D. Ils ont dit que les maladies génétiquement, ils ont un taux bas de vitamine D, probablement c'est par rapport à ça. Ils ont dit aussi que c'est par rapport au fait que la plupart, parce que c'est la pathologie de la femme, la plupart de nos femmes elles sont voilées, pas comme les femmes de l'Europe et tout, ils ont des shorts, donc l'exposition de la vitamine D c'est surtout les cuisses, pas le visage. Donc la plupart c'est des femmes voilées et tout, donc ils disent que l'exposition à la vitamine D elle est moins par rapport aux femmes européennes. C'est pour ça que là on fait plus de CEP, plus qu'elles, mais ça reste des études épidémiologiques, d'accord? Vous avez compris? Mais tout ça, ça reste, c'est-à-dire des études épidémiologiques. Je vous ai dit qu'avant, on a classé les pays de faible incidence de sclérose en plaques. Mais ces 2 dernières années, qui ont les études, on est passé rapidement de la faible incidence à la forte incidence. Mais, c'est-à-dire, d'où l'intérêt de supplémenter systématiquement tous nos patients atteints de CEP, on les supplémente systématiquement de la vitamine D. Des fois même sans doser. D'accord? Donc, les données, on change. Sur le plan étiologique, je vous ai dit que c'est une pathologie auto-immune. Donc, le mécanisme auto-immune, comme toutes les pathologies auto-immunes. D'accord? Qui m'a une infection virale, ou une réactivation du système immunitaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, vous allez les lire gentiment à la maison. Alors, c'est quoi? Sur le plan anatomopathologique. Donc, le fait de comprendre le mécanisme physiopathologique. Donc, les gens qui disent l'anapathe, bien sûr, l'anapathe, elle se fait en post-mortem, pas sur des sujets vivants, mais si un patient atteint de CEP ou les suspects de CEP, on a une biopsie cérébrale. D'accord? Alors, c'est des études qui ont été faites avant, en post-mortem, c'est-à-dire l'autopsie. Ça ne marche pas. Alors, la plupart ont donné leur nom, les plaques qui ont donné leur nom à
à la maladie sont des lésions focales de démyélinisation du système nerveux central. Je vous ai dit qu'il y a un mécanisme inflammatoire qui a comme conséquence une démyélinisation, une perte de cette gaine de myéline. Donc, souvent associée à une réaction gliale. Alors, parce que le tissu glial, les cellules gliales, elles vont venir réparer un petit peu les dégâts de la gaine de myéline. Donc, l'ensemble, il existe des lésions d'âge et d'évolution différentes. Alors, parce que, par exemple, le malade, il y a 2 ans, il avait une réaction inflammatoire avec des plaques qui datent de 2 ans. Quelques mois après, il a fait, c'est-à-dire, il y avait la formation d'autres plaques. Donc, quand on compare à l'étude anatomopathologique, on va trouver des lésions qui ont l'aspect de lésions récentes ou d'autres lésions anciennes. La notion c'est-à-dire de trouver des lésions anciennes et des lésions récentes, c'est un élément très en faveur de ce qu'on appelle la dissémination dans le temps. D'accord? La dissémination temporelle. Vous avez compris? Vous m'avez compris ou non? Donc, dès un mécanisme inflammatoire, il y a X temps, dès des lésions anciennes. Quelques temps après, de nouvelles lésions, le fait de trouver chez un même malade des lésions rosées, béliers, récentes, et des lésions grisâtres qui ont l'air très anciennes, c'est un élément très en faveur de la sclérose en plaques. Il n'y a pratiquement que la sclérose en plaques. Pourquoi je dis pratiquement? Parce qu'il y a d'autres pathologies auto-immunes qui peuvent donner ça. Qui mettent B7, ça peut disséminer dans le temps, mais pas les mêmes caractéristiques. Donc le fait d'avoir des lésions récentes, des lésions anciennes, c'est un élément en faveur de la sclérose en plaques. Le reste, c'est pas important. Il faut savoir que les lésions de la sclérose en plaques, c'est-à-dire elles aiment se localiser dans certains endroits de préférence, c'est-à-dire elles aiment se localiser dans certains endroits du système nerveux central. C'est-à-dire qu'il y a un malade suspect de sclérose en plaques. La première des choses à faire, c'est de demander une IRM cérébrale ou cérébromédulaire. Maintenant, on va analyser les lésions, les tâches qu'on trouve à l'IRM. On va les analyser sur 3 critères généralement. Sur le premier critère, est-ce qu'il y a de nouvelles et des anciennes lésions? On va les voir par la suite, d'accord, la dissémination dans le temps. Et deuxièmement, pour la dissémination dans l'espace, il y a certaines localisations typiques de la sclérose en plaques. Entre autres, on a la région, on va les voir par la suite, la région périventricule latéraux. On dit c'est des lésions périventriculaires, c'est-à-dire qui touchent les ventricules latéraux. On a la région du corps calleux, le corps calleux, surtout la partie postérieure du corps calleux. On a la région du, ce qu'on appelle le cervelet, oui, mais surtout les pédoncules cérébelleux moyens. C'est une localisation qui a dernièrement, les nouveaux critères. La tête du pédoncule cérébelleux moyen, elle est très typique, très caractéristique. Elle est pathognomonique de la sclérose en plaques, avec des lésions médulaires, mais qui ne sont pas très étendues, c'est-à-dire ne dépassent pas la hauteur de 2 vertèbres. D'accord? C'est des lésions très typiques, très caractéristiques de la sclérose en plaques. Donc, il y a qui chauffe à l'IRM, chauffe l'endroit flani 1, l'endroit deuxième 2, l'endroit flani 3. On va chauffe la même IRM, des lésions. On dit qu'il y a des lésions qui ont pris le contraste et des lésions qui n'ont pas pris le contraste. On injecte l'IRM un produit de contraste et on compare. Les lésions liées, les lésions qui ont pris le contraste, c'est des lésions, c'est une inflammation, c'est une nouvelle inflammation, c'est une inflammation récente. Donc les lésions qui ont pris le contraste, c'est des lésions récentes. Les lésions qui n'ont pas pris le contraste, c'est des lésions anciennes. D'accord? Donc là, on voit quelle est la dissémination dans le temps, parce que quelle a une prise de contraste sur certaines lésions ou d'autres non. La dissémination dans l'espace, avec les critères de dissémination dans l'espace, certaines localisations de préférence, avec certains d'autres critères, je vais dire que très probablement c'est une sclérose en plaques. D'accord? Surtout, il y a un interrogatoire et vous le malade. J'ai fait plusieurs poussées, plusieurs fois, une baisse de l'acuité visuelle, un déficit moteur, des troubles de la sensibilité. Donc c'est une symptomatologie qui d'autres symptômes, et à chaque fois c'est des symptômes différents. Donc à chaque fois il fait d'autres endroits, donc c'est une sclérose en plaques. Vous avez compris? Donc la question, elle tourne tout autour de cette notion de dissémination dans le temps et dans l'espace.
D'accord? Vous avez compris? Je n'aime pas lire, l'examen macroscopique, c'est bon. Voilà, donc je vous ai dit que c'est toujours la partie anapath, c'est-à-dire la maladie, elle évolue par plusieurs stades, en passant par le stade de l'inflammation, puis la démyélisation, donc un mécanisme inflammatoire important qui va causer la destruction de la gaine de myéline, donc ça va causer une démyélisation, et le tout va évoluer vers les plaques de sclérose. D'accord? Donc inflammation, démyélisation, sclérose. C'est comme ça que ça évolue. D'accord? C'est pour ça qu'on a à l'étude de la pâte, on trouve des lésions rosâtres. C'est des lésions rosées. C'est des lésions où il y a un mécanisme inflammatoire très important. Mais la cascade, elle est vraiment au début. Et d'autres lésions grisâtres. Gris, c'est de la fibrose. C'est du tissu mort. D'accord? Sur le plan sémiologique, moi je vous ai dit que les plaques de la sclérose en plaques peuvent se localiser n'importe où le système nerveux central. Donc ça peut se manifester par n'importe quel signe ou des symptômes d'atteinte du système nerveux central. Mais si vous n'importe quel signe, vous avez une atteinte neurogène périphérique. Donc même il y a quelqu'un qui a une faiblesse musculaire ou un déficit moteur, il doit avoir les caractéristiques de la tête type pyramidale, c'est-à-dire le maladie goliagique paralysée, mais on trouve des réflexes très vifs, d'accord, exagérés, on trouve une hypertonie, on trouve un signe de Babinski, donc des signes d'atteinte du système nerveux central, pas du système nerveux périphérique. Mais si une maladie a fait une poussée ou une aggravation clinique il y a quelques temps, ou même il y a une aréflexie complète, un déficit ascendant et tout, c'est une poussée de sel. C'est les caractéristiques d'une atteinte neurogène périphérique. Ce n'est pas en faveur d'une poussée de sel. Donc il faut savoir faire la différence. Donc ça peut se manifester par des troubles moteurs, surtout le syndrome pyramidal, syndrome cérébelleux, parce que ça peut donner une atteinte du cervelet, statico-cinétique, syndrome vestibulaire, oui, ça peut se localiser au niveau du tronc. Ça se manifeste par un syndrome vestibulaire, malgré que c'est rare, voire même exceptionnel. D'accord? C'est rare, mais une maladie qu'une poussée vestibulaire. Ça peut se manifester par des troubles sensitifs, à type d'atteinte coordonnale postérieure ou autre, avec ce qu'on appelle le signe de l'hermite. Le signe de l'hermite, il est pratiquement pathognomonique de la sclérose en plaques. Alors, qu'est-ce qu'il vous décrit le patient? Il vous dit que lors de l'antiflexion de la tête, je sens carrément une décharge électrique qui descend tout au long de ma colonne vertébrale, de mon dos, voire même les membres, juste suite à l'antiflexion de la tête. C'est ce qu'on appelle le signe de l'hermite. C'est un signe pathognomonique de la sclérose en plaques. Il y a pratiquement les malades de sclérose en plaques, il y a un domaine de signe. Alors, il est dû à l'atteinte des faisceaux sensitifs au niveau de la moelle épinière cervicale. D'accord? Vous avez compris? C'est quoi la dissémination dans le temps et dans l'espace? Vous avez une pathologie du système nerveux central par périphérique, ça évolue par poussée-rémission, il y a certaines localisations de préférence ou d'accord? Alors, donc ça peut se manifester par des troubles visuels, ce qu'on appelle la nivrite optique rétrovulvaire. C'est un signe très très fréquent. Très fréquent. Alors, il y a la nivrite optique rétrovulvaire qui fait comme le malade. Il y a une baisse très importante de l'acuité visuelle. Consulté chez un ophtalmo, il m'a dit que l'examen ophtalmologique est normal à 100%. Donc, la plupart des malades qui présentent une norme, c'est des malades adressés par des ophtalmos. Donc, l'ophtalmologue, il dit tout un examen ophtalmo, il y a une baisse très importante de l'acuité visuelle avec un examen ophtalmologique normal. Là, ça prouve que le problème, il n'est pas dans le globe oculaire. Le problème, il est dans le nerf optique. Ou le nerf optique, ça ne fait pas partie de la spécialité des ophtalmos, ça fait partie de notre spécialité. Alors, c'est parce que le nerf optique, il a les caractéristiques des cellules nerveuses centrales. Donc, le nerf optique, il fait partie du système nerveux central. C'est pour ça que dès qu'il y a c'est-à-dire l'examen ou la lampe à fente, le fond d'œil, tout est normal, et il va carrément demander une IANA cérébrale. Il tombe sur des lésions, le nerf optique, des lésions d'allure inflammatoire sur le nerf optique, il blesse carrément le neurologue. D'accord? Vous avez compris? C'est quoi
La norme, c'est une névrite, c'est-à-dire c'est une inflammation du nerf optique, névrite optique rétrobulbaire, c'est-à-dire derrière le globe oculaire. D'accord? Vous avez compris? Voilà. L'expression qu'on dit, la névrite optique rétrobulbaire, on dit que le malade ne voit rien et le médecin non plus. Le malade يجي يقول لك ماني نشوف والو. بعد كي يروح للأوفtalmologue يقول له ماما ماني نشوف والو. Mais maintenant je trouve rien. Tu n'as aucun problème ophtalmologique. Donc c'est un problème neurologique. D'accord? Voilà. Ça peut se manifester par des troubles de l'extrémité céphalique à type d'ophtalmoplégie internucléaire. C'est le troisième signe pathognomonique de la sclérose en plaques. Il y a pratiquement que la sclérose en plaques qui donne ça. Alors l'ophtalmoplégie internucléaire, c'est un peu difficile à expliquer, mais il le faut. Mais ça marche pas. Alors, le noyau du nerf 3, le moteur oculaire commun, il se trouve au niveau du mésocéphale, d'accord, des hémisphères cérébraux, des pédoncules cérébraux. Ça s'appelle comme ça. Là, au niveau du mésocéphale, où le noyau du 6 du moteur oculaire externe se trouve au niveau du pan. Donc il paraît que, il y a une structure qui relie le noyau du 6 du côté hada avec le noyau du 3 de l'autre côté. Et une autre structure aussi qui relie le 3 de ce côté mais le 6 de ce côté. Donc la structure elle s'appelle la bandelette longitudinale postérieure. La bandelette longitudinale postérieure, c'est quoi le rôle de ça? C'est pour les mouvements conjugués. Alors pour permettre un parallélisme des globes oculaires. Mais si l'une a des harbes ou l'une a des donc ils chiffrent le même degré d'inclinaison. D'accord? C'est pour les mouvements oculaires conjugués. Donc, la sclérose en plaques, les taches de sclérose en plaques, ils montent autour de la structure. D'accord? Les taches aiment se localiser au niveau de cette bandelette. D'accord? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un problème au niveau de ces mouvements conjugués. Ça se manifeste comment? En examinant le malade, c'est-à-dire en demandant au malade de regarder rapidement vers la droite. On voit que le côté hada, le malade, c'est-à-dire l'œil hada, c'est-à-dire il fait ce qu'on appelle un nystagmus, des mouvements un peu rapides, et l'autre œil, le côté contralatéral, c'est-à-dire l'œil gauche par exemple, ne dépasse pas la ligne immédiate. Et la gauche, c'est pas par rapport à la tête du 6 wahdo, c'est pas par rapport à la tête du 3 wahdo, mais c'est par rapport à la tête de cette structure. D'accord? Quand on trouve, c'est pour ça qu'il se met en ophtalmoplégie internucléaire. C'est pas une ophtalmoplégie, c'est pas une paralysie des muscles oculomoteurs par rapport à la tête des noyaux. C'est pas nucléaire, c'est internucléaire, entre les noyaux. Vous avez compris? Donc l'ophtalmoplégie internucléaire, elle est due, le malade a une atteinte du 3 de ce côté ou 6 de l'autre côté. Alors que non, alors que qui examine le malade chaque œil séparément, les mouvements se font correctement. Donc, on ni 3 de ce côté, on 6 de l'autre côté. Mais c'est une atteinte combinée des deux. C'est pas par rapport à l'atteinte des noyaux de ces deux nerfs crâniens, c'est par rapport à la bandelette qui relie ces deux nerfs. Probablement qu'il y a une ophtalmoplégie. Moi, c'est-à-dire une fois la garde, j'ai un malade, il n'a que ça. Une ophtalmoplégie internucléaire. J'ai demandé une IRM, je suis tombée sur des lésions de sclérose en plaques. Avec le reste des examens, donc rien que par rapport à cette ophtalmoplégie internucléaire, on a pensé à la scène. Pour vous dire que c'est un problème, c'est-à-dire c'est un signe pathognomonique de la sclérose en plaques. J'ai une malade avec un signe de l'hermite, on va carrément demander une IRM médulaire, rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette moelle cervicale. Très probablement une sclérose en plaques. Vous avez compris? J'ai une malade avec une norme. Déjà ici avec une IRM cérébrale. Parce que adressé par un ophtalmo, les ophtalmos, alhamdoulilah, Dieu merci, ils ont ce réflexe. Mais il y a au niveau du globe oculaire avec une baisse importante de l'acuité visuelle, directement il demande une IRM cérébrale et il adresse le malade vers un neurologue. Vous avez compris? Donc norme, ophtalmoplégie internucléaire, signe de l'hermite, autre signe, syndrome pyramidal, syndrome cérébelleux, syndrome vestibulaire, tout ça peut être en faveur d'une sclérose en plaques.
Oui, ça peut se manifester par des troubles sphinctériens, à type de ce qu'on appelle impériosité mictionnelle. C'est toujours par rapport à l'atteinte de la moelle épinière, mais la moelle dorsale ou sacrée. Oui, ça peut se manifester à un stade très avancé de la maladie par des troubles cognitifs, mais des troubles de la mémoire, troubles du comportement, d'accord. Mais c'est un stade très avancé de la maladie, pratiquement 10 à 15 ans d'évolution. Oui, ça peut se manifester par des manifestations générales, des fois donc des crises d'épilepsie à un stade évolué. Pourquoi les crises d'épilepsie ne surviennent qu'à un stade évolué de la maladie? Parce que c'est une pathologie de la substance blanche. On a la gaine de myéline. Et les corps cellulaires, c'est la substance grise. Donc il y a au début des années où il n'y a que la gaine de myéline, que la substance blanche. Et les crises épileptiques, elles sont dues à la tête de la substance grise. Elles sont dues à la tête des corps cellulaires. Pourquoi on dit que les crises épileptiques, elles sont dues à la décharge? La décharge, elle est au niveau du cortex. Parce que notre cortex cérébral, il n'est constitué que des corps cellulaires. Donc, il y a la substance blanche, elle est profonde, qui ça peut toucher le cortex, ça touche les corps cellulaires, ça peut se manifester à un stade évolué par des crises épileptiques. D'accord? Mais c'est très rare. Voilà. J'ai un malade qui a un de ces signes que je viens de citer, avec à l'interrogatoire cette notion de dissémination dans le temps. يقول لك حكا العام اللي فات الشوفه راحت لي خلاص ومن بعد رحت داروا لي البوليس تاع كورتيكويد رجعت نشوف à 100%. Cette année, j'ai un pour un déficit moteur, donc il y a une dissémination dans le temps. Maintenant, la première des choses, c'est-à-dire je vais demander une IRM cérébrale ou les cérébromédulaires. Elle est à la recherche de lésions de CEP. D'accord? Donc, à l'IRM, on va trouver des lésions un peu partout. La substance blanche, le système nerveux central, soit au niveau de l'encéphale ou là au niveau de la moelle épinière. Par exemple, bon, tout ça, c'est la substance blanche. D'accord? Ou le cortex, la partie grise, c'est la substance grise. D'accord? Donc, ici, c'est des anomalies de la substance blanche. Je vous ai dit tout à l'heure que les lésions de CEP aiment se localiser dans certains endroits. La région périventriculaire, elle est pratiquement typique de la sclérose en plaques. J'ai eu des lésions, c'est les ventricules latéraux. Donc, ça s'appelle la région périventriculaire. On voit, c'est des lésions périventriculaires. C'est périventriculaire. Périventriculaire. D'accord? La substance blanche profonde. Il faut que les lésions ne soient pas de gros diamètre. Des lésions, avant on disait qu'il ne faut pas que ça dépasse 3 mm de diamètre. Ça prouve que c'est des lésions de CEP évoluées. Maintenant, on a posé déjà le diagnostic de CEP au stade de lésions de petit diamètre. On met d'un stade évolué où des lésions étendues. Des lésions qui se localisent au niveau de la moelle épinière, surtout la région cervicale, avec des lésions qui ne dépassent pas la hauteur de 2 vertèbres, mais des lésions très étendues. D'accord? C'est un signe pathognomonique. Il y a d'autres couples, parce que pour les lésions du corps, le cervelet et tout, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres. Voilà.